Bonsoir Monsieur Raymond. On va parler donc de ce livre que je vais présenter ici, qui est un essai, Quand l'État se mêle de l'histoire, publié aux éditions Stock. Et je citerai deux dates peut-être pour expliquer la genèse de votre livre. La première, François Jacob l'a rappelé, c'est le 13 juillet 90 et l'instauration de la loi Guessot qui faisait un crime de la négation des crimes commis lors de la Shoah, loi qui en a amené ensuite trois autres concernant le massacre des Arméniens, l'esclavage et la colonisation française. En tout, donc, 4 lois dites mémorielles. C'est ainsi qu'on les appelle, ces lois relatives à l'histoire. La seconde date, c'est le 13 décembre 2005, très récemment. Ce jour-là, 19 historiens, dont vous-même, ont signé une pétition intitulée « Liberté pour l'histoire » et qui demande l'abrogation des 4 lois mémorielles, car selon vous, l'histoire ne se décrète pas à l'Assemblée, les politiques n'étant pas qualifiés en matière de recherche de la vérité historique. On va y revenir tout au long de cette soirée. Je voudrais d'abord qu'on revienne aux origines, si vous le voulez bien, de la loi Guessot, dont je vais peut-être d'ailleurs rappeler le libellé, si vous me le permettez. Seront punies des peines prévues par le 6e alinéa de l'article 24, à savoir un emprisonnement d'1 an et une amende de 45 000 € ou l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. La loi Guessot, donc d'abord, parce qu'il faut commencer par là pour bien comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi vous la contestez ainsi que les 3 autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quelle était la cause principale de l'instauration, de la promulgation de cette loi ? L'initiative parlementaire, puisqu'elle est du député Guessot, qui a été ministre des Travaux publics, et elle répond au sentiment d'indignation que suscite ce qu'on appelle le négationnisme. Quelques individus prétendent que, en fait, la Shoah n'a pas eu lieu, qu'il n'y a jamais eu une intention systématique du Troisième Reich d'exterminer les Juifs, contestent l'existence des chambres à gaz. Toute chose, il faut bien voir, puisque nous commençons par là, que la Shoah occupe une position singulière. Et c'est la raison pour laquelle on peut d'ailleurs, et nous avons hésité à inclure cette loi aussi dans la demande d'abrogation des lois. Parce qu'elle fait partie d'un groupe, mais elle ne se confond pas avec. Parce qu'en la circonstance, d'une part, il n'y a pas seulement le caractère inouï, parfaitement insolite, il n'y a pas d'antécédent. Jamais il n'y a eu la volonté à ce point systématique, avec à son service une pratique scientifique d'extermination d'un groupe. Là. Et d'autre part, l'intentionnalité est démontrée, et le fait est avéré. Alors effectivement, il était choquant que des individus puissent énoncer des contre-vérités. Et donc, à la plupart, il ne paraissait pas anormal que l'État, responsable de l'ordre public, de la cohésion du corps social, prenne des sanctions contre ceux qui énoncent des contre-vérités qui ne sont pas innocentes. En l'occurrence, peut-être le leader de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que les raisons de la promulgation de cette loi ne sont pas avant tout électoralistes ? C'est toujours difficile. Il y a d'une part, alors vous avez raison d'évoquer, parce qu'il y a à la fois des intellectuels, ou présumés tels, et puis effectivement des hommes politiques qui jettent le doute ou des insinuations ou des qualifications. Je pense, je ne sonde pas je ne sais pas quel était le partage dans les intentions des initiateurs de la loi Guessot entre les considérations plus intéressées d'ordre électoral et la préoccupation de ne pas laisser la contre-vérité s'énoncer insolemment. En quelque sorte, il y a de l'un et de l'autre, je crois. Mais c'est vrai que, en un sens, c'est comme ça que l'histoire progresse, sous la pression. Sur les lobbies. Il peut y avoir des intérêts qui contribuent. Alors, on le reverra sur d'autres exemples. Ouais, il n'est pas douteux que des considérations de cet ordre-là, donc une stratégie ou une tactique politique, ait joué un rôle important dans la proposition ou l'adoption de certaines dispositions législatives. Et je pense que ça reste actuel aujourd'hui encore. Qu'existait-il avant cette loi Guessot comme disposition pour lutter contre les négationnistes ?
Est-ce que cette loi était vraiment nécessaire ou est-ce qu'il y avait avant des dispositifs pour punir? Ça n'est pas absolument nécessaire puisque des sanctions avaient déjà pu être prises avant. Exactement. Ouais. Donc avant même que cette loi existât, on trouvait dans le code pénal des dispositions qui permettaient à la justice d'instruire et de sanctionner. Jean-Marie Le Pen avait déjà fait l'objet de sanctions, donc par référence à une législation antérieure. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique que nous ayons pu surmonter le scrupule pour ce qui est de la loi Guessot, puisqu'après tout, abroger la loi Guessot ne signifie pas l'impunité pour les négationnistes. Et comment expliquer que finalement la France soit le seul pays à avoir promulgué ce type de loi, à part l'Allemagne et l'Autriche, je crois. Mais ça peut effectivement. Oui, il n'existe pas, à ma connaissance, sans avoir fait une étude systématique, à ma connaissance, il existe très peu de pays qui aient des lois analogues. On cite le cas de l'Allemagne et de l'Autriche pour des législations qui ont été adoptées très peu de temps après la fin de la guerre, sous le coup de l'émotion, dans le sillage de Nuremberg, en quelque sorte. Pour ces deux pays qui se trouvaient plus impliqués que les autres dans le drame de la Shoah, c'était au fond l'application à la loi interne des dispositions internationales de Nuremberg. Mais ni en Allemagne ni en Autriche, on a songé à étendre à d'autres catégories le bénéfice ou le maléfice de ces dispositions. Et ni dans la plupart des autres démocraties, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, il n'existe de dispositions analogues. Ça devient une manière de spécialité. Ça peut s'expliquer d'ailleurs par le fait qu'en France, le lien reste très étroit entre l'histoire et la politique, entre le passé et la culture. On nous fait la réputation d'être un pays à mémoire, où l'histoire tient une place importante, y compris dans le débat public, et que la politique, on y reviendra sans doute, est tentée d'utiliser l'histoire ou de l'instrumentaliser. Pour une part, notre intervention, c'est pour demander qu'on laisse l'histoire être l'histoire et non pas devenir la servante ou l'auxiliaire d'une stratégie politique ou politicienne. Je fais juste une parenthèse, que vous signez dans votre livre une aspiration finalement assez générale à une justice universelle aujourd'hui. Et il y a deux illustrations parfaites qui sont le Tribunal pénal international de La Haye et la Cour pénale internationale mise en place par les Nations Unies. C'est très très récent cette aspiration planétaire. Alors ça, vous avez raison de relier parce que ces lois ne sont pas, elles ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans un contexte intellectuel et que à la fois notre relation avec le passé a changé. Et ne serait-ce, alors ça c'est pas seulement la France, la notion d'imprescriptibilité est tout de même un fait. Jusque-là, les sociétés laissaient en quelque sorte le temps produire ses effets naturels, c'est-à-dire l'oubli ou le pardon ou la clémence. Alors ça pouvait prendre la forme d'une amnistie, décision volontaire, de l'effacement, parce que ça paraissait important pour préserver la concorde. Il faut songer au préambule de l'édit de Nantes, le préambule de l'édit de Nantes menace de sanctions graves ceux qui évoqueraient les temps de division. Donc on n'a pas le droit. C'est l'inverse du devoir de mémoire. C'est le devoir d'oubli qui devient en quelque sorte une vertu civique. Or, les événements, la dimension dramatique des événements du XXe siècle ont amené un changement de ce point de vue-là. Et on admet que certains faits ne doivent pas être oubliés, qu'on a même le devoir, en fait, d'entretenir leur souvenir et de continuer à poursuivre les responsables. Donc, l'imprescriptibilité, elle fait partie de notre code. Maintenant, elle est introduite. C'est par référence à ça qu'on a pu... Les grands procès de la collaboration ont pu se tenir. Donc, et puis, l'idée même du devoir de mémoire, qui est tout de même une notion... Jusqu'à une époque très proche, on n'imaginait pas de faire de la mémoire un impératif catégorique moral. On introduit une dimension morale. C'est un devoir. Par conséquent, ne pas observer la mémoire, c'est manquer. Alors, c'est là qu'évidemment, ça change tout à fait. Alors, et c'est connexe de ce que vous évoquez, et qui est, à mon sens, très important, parce que ça n'est pas proprement français. C'est mondial. Un des aspects de la mondialisation actuellement est l'aspiration à l'avènement, à l'instauration d'une justice planétaire.
Jusque-là, la justice a toujours été nationale. C'était même la première des activités régaliennes. C'était la souveraineté. Alors, les États ont accepté de renoncer à une parcelle de leur souveraineté. Mais l'opinion ou l'évolution demande plus. C'est en fait l'instauration de juridictions à compétence universelle pour sanctionner les crimes de guerre ou contre l'humanité. Première application, le tribunal de La Haye pour la Yougoslavie, le second pour les massacres africains du Rwanda. Et c'est entré en vigueur. On n'a pas suffisamment remarqué qu'après tout, ça s'est mis en place, que la plupart de ceux que le tribunal de La Haye a inculpés, ou se sont d'eux-mêmes livrés, un bon nombre se sont livrés, ou que leur gouvernement les ont remis, admettant donc la légitimité de la chose, que certains ont été jugés, condamnés et purgent leur peine. À Srebreningen, à côté de La Haye, il y a un certain nombre de criminels de guerre qui actuellement purgent les peines qui leur ont été infligées par un tribunal international, et avec le consentement et l'acquiescement des gouvernements. Mais alors il y a plus, c'est évidemment la signature du traité de Rome il y a quelques années, par lequel les Nations Unies instituent une cour pénale permanente, celle-là. On ne la crée pas après coup pour sanctionner tel ou tel fait. Permanente à compétence universelle, et qui se saisit elle-même, qui est indépendante, là. Et plus de 100 États ont ratifié le traité. Les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher, en fait, là. Ils ont jusqu'à exercer un chantage sur certains gouvernements en les menaçant, s'ils ratifient le traité, de leur retirer les crédits ou de ne pas y installer des bases militaires. Là. La plupart des gouvernements ont passé outre. Et maintenant, ça peut fonctionner puisqu'on a dépassé le chiffre de 100 États. C'est dire qu'il y a l'avènement d'une conscience planétaire. Là. Je crois que c'est une réponse à la mondialisation de fait. C'est qu'à partir de maintenant, on se rend compte qu'on ne peut plus juger dans le cas étroit d'une souveraineté nationale et que les politiques ou les militaires ou tout ça doivent rendre compte de leurs actes, qu'il n'y a plus d'impunité à l'échelle de la planète. Alors, c'est là qu'en un sens, si je changeais de rôle et que je devienne l'avocat des lois mémorielles, elles sont en harmonie avec ces préoccupations-là. Car le souci de la justice, de sanctionner les crimes, de le faire en effaçant les frontières, après tout, est-ce que ça n'est pas l'inspiration des lois mémorielles ? Alors, justement, par rapport aux lois mémorielles, la deuxième est quand même extrêmement surprenante, celle du 29 janvier 2001, et qui consiste en un article unique. Je le cite, « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. » C'est vrai qu'on peut quand même se demander l'intérêt de cette loi, sachant que la France n'a aucune responsabilité dans le génocide arménien. Celle-là, elle est tout à fait singulière, là, en donnant à ce mot une connotation qui est plutôt négative. Là. Parce que pourquoi légiférer sur un fait historique? Personne ne conteste qu'il y ait eu des massacres. Il n'y a pas de négationnisme, sauf les autorités turques. Mais il n'y a pas, dans l'opinion, attendez, personne ne conteste qu'il y ait eu des massacres. Mais pourquoi est-ce qu'il faut, près d'un siècle après, brusquement, porter une condamnation sur un fait qui ne concerne la France ni de près ni de loin? Elle n'y a été intéressée que par ses effets, en accueillant une partie de ceux qui avaient échappé à ces événements tragiques, dont on ne saurait d'ailleurs trop condamner le caractère criminel. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas étendre cette attention que l'on prête au crime à tous les massacres de l'histoire de l'humanité, sans compter qu'on le fait près d'un siècle après. Donc il n'y a plus, à la différence de ce qui concerne la Shoah, où c'est encore proche, il y a encore les enfants des victimes, là. Mais là, alors, on commence à remonter dans le temps. On est en train de relire l'histoire à l'envers, et on va, à mesure, étiqueter des événements, les identifier, les catégoriser. Il n'y a pas de raison à ce moment-là de ne pas le faire pour le massacre des Indiens au Mexique, la façon dont les Américains ont privé les Indiens de leurs terres. Est-ce que le Parlement français a compétence pour en fait juger? Alors pourquoi pas les massacres de la place Tiananmen, enfin de proche en proche? Alors, en un sens, nous ne contestons pas aux politiques le droit de s'intéresser à l'histoire.
de porter des jugements sur elle, de la qualifier. Ce qui est en cause, c'est de le faire dans le cadre d'une loi. Parce qu'une loi, ce n'est pas un texte innocent. Une loi définit une norme, elle pose une règle. Et l'infraction à cette règle expose le contrevenant à des sanctions. Par exemple, c'est-à-dire qu'un enseignant peut être... Et pas quelqu'un l'expose. Alors, quiconque, dans le cas... Qu'est-ce que ça veut dire? Cette loi sera exécutée comme loi de l'État. Ça veut dire que, par conséquent, elle sera la référence pour les tribunaux. Et que donc, si on défère, imaginons le cas de l'enseignant qui dit on n'est pas tout à fait sûr que ce soit on a massacré les Arméniens. Est-ce qu'il y a eu la volonté? Parce qu'il faut bien voir que l'appellation de génocide n'est pas non plus... C'est une appellation contrôlée, si on peut dire. Il y a une définition du génocide. Il faut se référer à la jurisprudence de Nuremberg. Elle implique, d'une part, une intentionnalité délibérée et une volonté systématique d'extermination. Le génocide, ce n'est pas seulement de mauvais traitements. C'est en fait, à ce moment-là, donc, pourquoi? C'est vrai qu'il y a une dérive. Pourquoi est-ce que, selon vous, la France a pris cette décision? Est-ce qu'il n'y a pas une raison d'abord, là aussi encore très politique, qui est la possible entrée de la Turquie dans la communauté européenne, et puis d'un autre côté aussi le lobby arménien qui a fait son travail pendant plusieurs années? Oui, je crois que la question de l'entrée de la Turquie pouvait plutôt au second plan, et elle n'est pas encore à ce moment-là aussi prégnante qu'elle le deviendra par la suite. Ça a pu être l'arrière-pensée de certains qui le votent. Je crois que c'est surtout... Non, mais on voit bien, ce que je vais dire n'a rien de désobligeant pour les parlementaires. Il est normal qu'ils prêtent attention aux désirs, aux aspirations d'une partie de leurs électeurs et de leurs concitoyens. Et on comprend très bien que les communautés arméniennes, qui sont nombreuses en France, qui s'y sont très bien intégrées, d'ailleurs que la France a bien accueilli, c'est un des exemples d'intégration heureuse, qui restent meurtris par le souvenir de ce qui est arrivé, maintenant c'est à leurs grands-parents ou à leurs arrière-grands-parents, ça n'est plus la différence de la Shoah où les fils et filles de Juifs, donc les descendants directs étaient directement en cause, soit ne supportent pas que le gouvernement turc ne reconnaisse pas sa responsabilité et par conséquent exerce une pression, soit qu'à défaut d'obtenir la reconnaissance du gouvernement turc, qu'au moins le gouvernement du pays qui est devenu leur seconde patrie le dise haut et ferme. Donc, exercent une pression sur leurs élus. Et que leurs élus prennent l'initiative de propositions de loi. C'est d'ailleurs le risque, c'est à partir du moment où le législateur va définir la vérité historique, il le fera généralement sous la pression de groupes. Pression qui est estimable, qui en soi n'a rien... Mais est-ce que c'est la plus ou moins grande force de pression des groupes qui va devenir en quelque sorte l'instance de hiérarchisation des vérités historiques? C'est la confusion. La confusion des rôles, c'est le mélange des genres. Par rapport à la notion de génocide, vous disiez quand même que les historiens sont assez partagés sur cette notion de génocide par rapport à l'Arménie. Est-ce que ce que vous ne craignez pas non plus, c'est que l'utilisation de ce mot, j'allais dire à tort et à travers, entre guillemets, ne risque pas de banaliser au final ce qui s'est passé avec la Shoah, qui a un caractère très exceptionnel? Alors c'est un effet boomerang en quelque sorte. La loi Guesso, on l'a adoptée parce qu'on avait vraiment le sentiment d'être en présence d'un fait unique en son genre et exceptionnel. Si on va en quelque sorte faire la monnaie divisionnaire du génocide, si je puis dire, et appliquer cette notion à d'autres massacres, il est bien certain qu'on relativise et que la Shoah ne sera plus qu'un génocide, entre autres. Alors, ce n'est pas l'objet, mais c'est l'effet inévitable. C'est que... Et d'ailleurs, il y a un effet d'entraînement. Au fond, je pense qu'on n'aurait jamais voté la loi sur le génocide arménien s'il n'y avait pas eu la loi Guesso. Mais c'est vrai qu'on comprend que les défenseurs de la mémoire arménienne disent après tout, on rend justice aujourd'hui aux Juifs, nous, il faut faire de même. Donc, et viennent à la suite, et on y reviendra, on va voir avec les troisième et quatrième lois, ouais. notamment la loi Taubira. On voit très bien ça. D'ailleurs, les initiateurs ne s'en cachent point. Il s'agit d'obtenir pour les Africains ou pour les Antillais la reconnaissance comme les Juifs l'ont obtenue
et les Arméniens, de proche en proche. C'est-à-dire qu'on est engagé dans un processus où il y a une espèce d'escalade des victimes, une compétition en quelque sorte, puisque les autres l'ont obtenu, pourquoi pas nos ancêtres aussi là. Et on conçoit que les descendants, et avec chaque fois un effet rétroactif. Le génocide arménien, c'est 1915, mais la traite, c'est le XVIIIe siècle. L'esclavage est tout de même aboli il y a maintenant plus de 150 ans. La traite, elle est mise hors la loi dès le début du XIXe siècle. Par conséquent, on remonte de proche en proche. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? Et à ce moment-là, pourquoi pas la guerre des Albigeois, de proche en proche. Et oui, je n'exclus pas que dans quelque temps, il y a une proposition de loi de façon à donner un geste de sympathie à l'égard du monde arabo-musulman, de façon à un texte de loi qui dira, qui flétrira les croisades. J'imagine que vous êtes assez... Et qu'il faudra insister sur le rôle négatif que les croisades ont eu. J'imagine que vous êtes assez inquiet donc, de la proposition de loi du groupe socialiste qui devrait être discutée, je crois, la semaine prochaine, qui en fait demande à ce que le génocide arménien soit traité, enfin, soit en tout cas la loi sur le génocide arménien soit au même niveau que la loi Guesso, quasiment. Oui, en fait, c'est ça le sens de l'initiative, c'est d'obtenir la loi Guesso garantit en quelque sorte que les contrevenants seront sanctionnés. Ouais. Il s'agit donc, en quelque sorte, on déduit les conséquences de la loi. J'avoue que cette proposition de loi que j'ai apprise il y a 2 jours me consterne et me déçoit. Parce qu'on y reviendra, l'initiative qui a été prise par un groupe d'historiens d'attirer l'attention sur la gravité de cette démarche et la pluralité des enjeux qu'elle implique. Car ce n'est pas seulement la loi qui est en cause, c'est les conditions dans lesquelles on peut définir la vérité historique. C'est la possibilité pour tout un chacun d'avoir accès à la connaissance de la vérité historique. S'il y a une vérité officielle, on n'a plus la possibilité de se faire une opinion sur ce qu'a été la vérité. Et notre démarche a dans l'ensemble été comprise. Sur le champ, on se le rappelle, le président de la République et le Premier ministre ont dit dans les mêmes termes, ce n'est pas aux législateurs de faire l'histoire. Nous n'en demandions pas plus, en quelque sorte, qui est cette reconnaissance et cette proclamation que c'est la confusion des rôles. Le législateur définit des normes aux historiens d'établir ce qui a été la vérité historique. À partir de là, on peut porter des jugements. Et puis, le petit noyau constitutif des associations s'est répandu, a demandé audience, ou quelquefois d'ailleurs été invité par les présidents des 2 assemblées, quelques ministres, les présidents d'à peu près tous les groupes parlementaires de l'une et l'autre assemblée. Et dans l'ensemble, nous avons été bien reçus et compris. Et même plusieurs d'entre eux, au fond, nous savaient relativement gré de cette démarche, en pensant qu'elle les aiderait à mettre fin à un processus dont ils n'étaient pas les derniers à se rendre compte qu'il était aberrant, en quelque sorte. Alors quand j'apprends qu'une proposition de loi va être débattue le 18 ou le 19 mai, qui n'est pas, à la différence des autres, une initiative d'un parlementaire, qui est la proposition du groupe parlementaire socialiste dans le cadre de la niche parlementaire. Alors je me dis, à quoi bon quand même? Alors là... Et vous pensez que ça a bonne chance d'aboutir? J'avoue que ma déconvenue est profonde. Et la bonne chance d'aboutir, cette proposition de loi. Je trouve que c'est préoccupant, ça prouve que on ne cède pas et la force des passions, des pressions est plus forte que le raisonnement dans la circonstance. Et on s'engage dans un processus qui risque d'arriver à des conséquences absurdes. Ouais. Car de proche en proche, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas une proposition de loi sur la guerre de Vendée, Oui, à mesure. Alors, on va maintenant parler des lois un peu plus récentes. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'elles se rapprochent. La loi Guesso 90, 2001, la loi... Se rapproche. Sur le processus s'emballe. Exactement. Les lois les plus récentes, donc sur la traite négrière, qui est donc la loi Taubira, et puis sur la colonisation, celle qui comportait l'alinéa qui mentionne le rôle positif de la présence outre-mer. En quoi est-ce que ces 2 textes sont solidaires l'un de l'autre, selon vous? Ils sont solidaires, oui, parce que l'un enclenche l'autre, je crois, dans une large mesure, et qu'au fond, l'un et l'autre comportent une part de vérité, mais qui sont complémentaires et qui, en fait, s'affirment plutôt dans leur contradiction et leur antagonisme. Alors, la première des 2 lois, celle qui porte le nom de Madame Taubira, sénatrice de la Guyane, fait obligation, dans l'enseignement de l'histoire, de faire une place jugée conséquente
On ne dit d'ailleurs pas bien, ça veut dire quoi? Combien de leçons, combien de pas dans un manuel? À l'histoire de l'esclavage et de la traite transatlantique. On y reviendra peut-être. Donc, la seule traite qui concerne la capture ou l'acquisition des Noirs sur les côtes d'Afrique et d'aller les vendre au Brésil, en Louisiane ou dans les États du sud des États-Unis. Cette loi, alors on voit bien, elle est la fille directe des 2 lois précédentes. Après les Juifs, après les Arméniens, les Antillais, les esclaves, les descendants des esclaves. À cette différence près, c'est qu'on recule dans le temps. 1945, 1915, 1848, Saint-Domingue, la Révolution. Alors, il est clair, alors ça n'est pas dit dans le texte, mais c'est vrai que en imposant aux programmes et aux enseignants d'évoquer l'histoire de l'esclavage et de la traite, ce n'est évidemment pas pour les glorifier. C'est-à-dire qu'on ne retient de cette présence coloniale que des aspects négatifs. Ouais. Alors, la dernière loi est une riposte de ceux qui n'ont pas aimé ce comportement-là et qui font une obligation à l'enseignement de mentionner le rôle positif de la présence française d'outre-mer. C'est la réponse du berger à la bergère. C'est complètement contradictoire. Et évidemment, ces 2 lois clivent. Ce ne sont pas les mêmes qui approuvent l'une et qui approuvent l'autre. Et on a vu le débat, puisque la dernière loi, la tentative a été faite d'abrogation et elle a été maintenue. D'où l'imbroglio dont l'exécutif n'est sorti que par le détour du Conseil constitutionnel. Car en fait, on peut évoquer ce problème-là, en intervenant dans la définition des programmes, le Parlement enfreignait la Constitution, puisque la Constitution, dans son article 34, prévoit la répartition des compétences entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, entre l'initiative parlementaire et le rôle du gouvernement, et qu'en matière d'enseignement, la loi ne définit que les principes généraux de l'enseignement. Donc il n'est pas prévu que ce soit au Parlement d'établir la table des matières et de répartir les programmes entre la première et la terminale. On laisse faire cela au ministère, à l'administration, au corps enseignant et aux spécialistes. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle ces 2 lois ont clivé. Certains ont demandé l'abrogation de l'une, d'autres ont demandé l'abrogation de l'autre. Mais ils le faisaient pour des raisons qui étaient moins l'indignation de voir le législateur s'introduire dans des questions que sympathie ou antipathie. C'est un choix qui était plus idéologique. Ceux qui demandaient l'abrogation de la dernière, c'est parce que pour eux, la colonisation, c'était le mal. Il y avait cela. C'est quand même très ennuyeux parce que ces 2 lois reposent sur des jugements qui sont finalement très subjectifs. Oui, parce que c'est là qu'on voit la confusion des genres. Qu'est-ce qu'on demande à l'histoire? On lui demande en fait de porter des jugements moraux à ce moment-là. Ce qui est normal, après tout. L'historien ne contrevient pas à l'objectivité, à la sérénité, s'il qualifie les faits. L'historien qui s'abstiendrait de dire que la Shoah est un crime manquerait à son devoir. La conception que nous avons aujourd'hui de l'histoire n'est plus la conception positiviste, où l'historien devait se retenir d'avoir la moindre opinion. Donc il est normal qu'il qualifie. Mais le propre de l'histoire, c'est de faire comprendre à quel point les choses sont complexes. En fait, il faut bien voir que c'est le procès de la colonisation qui est instruit à travers ces 2 lois. Alors, est-ce que la colonisation, c'est pas exactement comme la Shoah? La Shoah, c'est le mal absolu. On ne peut lui trouver aucun aspect positif. La colonisation, c'est beaucoup plus complexe. Les intentions sont diverses. À lire les biographies des grands coloniaux, marins, explorateurs autres, on découvre des motivations souvent qui sont en fait très proches de celles des Médecins sans frontières aujourd'hui ou des coopérants. Il y a une part il peut y avoir de l'illusion de l'honnêteté, mais il y a une part de générosité. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est l'histoire de montrer que la colonisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une situation d'inégalité qui est contraire à l'idée que nous faisons des rapports internationaux. Mais la colonisation, ça a été la première modalité de la mondialisation, de la mise en rapport des sociétés inégales. Et c'est vrai que les sociétés plus fortes ont exploité, mais pas uniquement exploité. Il leur est arrivé aussi
d'avoir un rôle positif, de diffuser l'instruction, d'éradiquer. Pour l'esclavage même, et c'est là que l'histoire peut être maîtresse de vérité, montrer que les choses sont complexes, développe des effets ambivalents. C'est vrai que jusqu'à la Révolution, et même un peu au-delà, la colonisation s'accompagne et de l'esclavage et de la traite. Et qu'on peut estimer, d'une certaine façon, ça la plombe, si je puis dire, trivialement. Mais après la Révolution, au XIXe siècle, la colonisation a pour effet d'abolir l'esclavage. Dans combien de territoires où l'esclavage sévissait, c'est l'arrivée des colonnes françaises, des marins ou des soldats qui met fin au trafic d'esclaves. Par conséquent, le même fait colonial peut être dans un premier temps engendrer des effets négatifs et qu'on a le devoir de condamner, de blâmer, mais avoir développé des effets et des conséquences positives en d'autres. C'est ça que l'histoire peut apprendre. Et ça laisse les hommes libres de choisir les aspects positifs ou négatifs, alors que d'enfermer, de réduire un fait historique uniquement à ses conséquences négatives ou principalement à son aspect positif, c'est la négation même de toute démarche proprement historique. Et on se prive de ce que l'étude de l'histoire peut apporter de positif à l'éducation du citoyen. Parce que notre réaction, elle est autant citoyenne qu'historienne ou démocratique. Alors, je voudrais qu'on parle de ce qui finalement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour vous et vos confrères historiens et qui a conduit à la signature de la pétition. C'est au nom de la loi Taubira, la mise en accusation d'un jeune historien. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, c'est une histoire que je me trouve bien connaître, puisque c'est dans le cadre de l'attribution du prix d'histoire qui a été institué il y aura 4 ans, au mois de juin prochain, par le Sénat. Le Sénat organise chaque année une grande journée portes ouvertes pour l'histoire, où il y a toutes sortes de débats, de conférences. Elle aura lieu le 10 juin cette année, c'est généralement le second samedi de juin. Un jury composé de 15 historiens insoupçonnables, traitant des sujets très variés, s'intéressant à des périodes différentes, Antiquité, Moyen-Âge, histoire moderne et contemporaine, et constitué, je me trouve le présider. Et l'an dernier, nous avons attribué le 3e de ces prix à un jeune historien, Olivier Pétry-Grenouillot, pour le livre qui a été publié dans la prestigieuse Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, dirigée par Pierre Nora, sur les traites négrières. Et c'est l'histoire globale, faisant la synthèse. Enfin, il y a un travail personnel considérable, un investissement de recherche considérable. Et il utilise également tous les travaux antérieurs dans différents pays. Il en fait une synthèse qui, pour la première fois, propose une vue globale de ce phénomène qui a commencé dans l'Ancien Monde au lendemain ou presque de la conquête arabe, dès le 6e ou 7e siècle, je ne saurais plus dire avec précision, qui s'étend jusqu'au 19e siècle et qui intéresse l'océan Indien, le continent africain et les deux Amériques et l'Europe par la traite négrière. Un ouvrage qui est irréprochable. Enfin, il était en balance avec beaucoup d'autres de grande qualité. Nous n'avons pas eu le moindre scrupule, mais nous ne prévoyons pas l'issue. Et ce livre n'a pas été bien reçu par une minorité, je pense, d'Antillais, de Guyanais ou de Réunionnais, pensaient qu'il ne faisait pas suffisamment droit à ce qu'ils avaient souffert, au fond. Et là, on voit bien que le débat, il est entre la mémoire et l'histoire, entre le souvenir que des groupes, des catégories ou des régions gardent de ce qu'ont connu, souffert ou vécu leurs ancêtres, et qui souhaitent que ce soit pris en considération et que ça devienne l'histoire officielle. Il y a ça. Au fond, c'est la tentative de substituer ou d'introduire dans l'histoire officielle la mémoire du groupe, là. Et ce qui peut avoir pour conséquence de multiplier les mémoires particulières et de substituer à une histoire globale qui contribue à l'unité du corps social une multiplicité de mémoires contradictoires. Il y a un peu de cela. Alors, un collectif d'Antillais, de Guyanais et de Réunionnais a engagé des poursuites au civil et au pénal contre Olivier Pétry-Grenouillot, se référant à la loi Taubira et puis aux conséquences de la loi Guessot. Et jusqu'à après nous plus ample informés, rien ne garantit que si le procès s'engage, compte tenu que ce sont des lois, et les tribunaux peuvent très bien prendre des sanctions. C'est-à-dire que pour avoir travaillé de façon parfaitement objective et désintéressée sur un sujet,
on risque d'être envoyé à la Bastille, en somme. C'est une situation d'Ancien Régime. Qu'est-ce que fait le travail intellectuel, la recherche, l'enseignement même? Par voie d'extension, imaginons l'enseignant qui, évoquant tel ou tel aspect, dira « je ne suis pas absolument sûr du caractère génocidaire du massacre arménien ». Il risque, et surtout si la proposition de loi socialiste est retenue, si les parents arméniens déposent engagent un procès, le malheureux va se trouver renvoyé devant les juridictions ordinaires et risque d'être condamné. C'est-à-dire que c'est la liberté. Alors, ça n'a rien à voir avec la répression du négationnisme, là, où on a affaire à l'affirmation de contre-vérité. C'est la recherche même. Ça a été... Alors, brusquement, on a pris conscience de ce qu'il y avait de vicieux dans le processus qui s'était progressivement mis en place, ce mécanisme. Par le biais de la loi, la définition de la vérité de l'histoire, l'assortiment de sanctions, la possibilité pour des groupes de faire référence à la loi pour traduire devant les tribunaux ceux qui sont en contradiction. On a là un processus, sans compter qu'à ce moment-là, ça veut dire que la vérité en histoire est définie par les politiques. Est-ce qu'ils ont qualité pour ? On va y revenir justement. Même si vous considérez que ces lois sont superflues, vous ne pouvez pas contester non plus que les risques que comporte une abrogation de ces lois. Imaginons la loi sur le génocide arménien, si elle est abrogée, on pourra se dire finalement que ça peut signifier, ou présumer en tout cas, que le génocide n'a pas eu lieu. L'État français se déjugerait aussi de... C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas seulement une hypothèse, hein, c'est une réalité. Quelques jours seulement après la diffusion par l'AFP de notre texte, Bruno Gollnisch s'y référait dans la perspective d'un procès à Lyon. Il demandait le bénéfice de l'application de notre texte, en quelque sorte. Et j'ai reçu, et je pense d'autres de mes collègues aussi, plusieurs factums d'associations turques qui nous félicitaient et qui se réjouissaient de pouvoir se prévaloir de cette interdiction du politique pour demander l'abrogation de la loi sur le génocide. C'est vrai. Oui, nous l'avons pris en compte. Ça nous a pas retenu parce que il y a une part de mauvaise foi. Ce que vous cherchez plutôt, c'est arrêter la dérive, en fait. C'était plutôt de porter, d'ouvrir les yeux, d'attirer l'attention des politiques d'abord, de l'opinion et des leaders d'opinion sur les conséquences funestes de ce processus, sans compter que ça risque de nous déconsidérer par rapport aux pays étrangers. Ça va être... À partir du moment où il y a une vérité officielle, quelle sera la position des historiens français dans un colloque international sur le même sujet ? Qu'est-ce qui est leur seule chose de dire ? Notre gouvernement a décidé que telle était la vérité. Il faut bien voir que... C'est-à-dire le dialogue international se risque de s'en trouver compromis. Vous estimez à combien les chances que ces lois soient abrogées aujourd'hui, compte tenu des contacts que vous pouvez avoir ? Je ne sais pas, moi je n'avais pas d'illusion, je ne pense pas. C'est un processus compliqué. Remarquez que sur le moment, nous avons obtenu plusieurs satisfactions. D'abord, que le président de la République a dit qu'il fallait réécrire pour la quatrième loi, qu'elle appelait une réécriture. Notre intervention n'y était pas étrangère. Et en fait... il a été un peu associé à la réflexion des parlementaires sur la façon de faire. Et en fait, on a obtenu le Conseil constitutionnel. Moi, j'avais un peu espéré qu'il arrive au Conseil constitutionnel, à partir du moment où il est saisi d'un texte, sur un point particulier, il étend son regard à l'ensemble du texte. Et moi, j'espérais un peu qu'il prendrait position sur le fond. Il s'en est bien gardé, à juste titre d'ailleurs, parce qu'au fond, on voulait lui faire jouer un rôle pour lequel il n'est pas fait. On attend de lui qu'il soit le médiateur politique. Son rôle est de dire le droit, un point c'est tout. Et le Conseil constitutionnel, très sagement, s'en est tenu à son rôle, mais il a permis donc le déclassement et on a effacé. C'est quand même un succès. Second succès, c'est que le collectif en question a finalement retiré sa plainte au civil. Elle est partie au pénal, mais ce n'est pas le même comité. Je crois qu'il y a eu plusieurs comités. Là, je ne sais pas le détail. Donc, pour l'instant, Olivier Petri-Grenouille n'est pas encore tiré d'affaire au pénal. Mais ils ont retiré leur projet et les attendus qui motivaient ce retrait étaient très intéressants. C'est qu'ils découvraient, au fond, ils voulaient dire que leur initiative n'avait pas été comprise de la société, qui n'était pas en phase. Et ils disaient qu'à la fois les politiques et l'intelligentsia, c'est probablement nous qu'on visait à ce moment-là, l'intelligentsia n'avait pas compris et que si on n'avait pas la sympathie de l'intelligentsia, toute leur action ultérieure risquait d'en être pénalisée. Par conséquent, ils faisaient un pas en arrière. Voilà. Par conséquent, ça prouve que nous avions été entendus, qu'au fond, assez largement, et c'est vrai que les médias
ont compris que les raisons qui nous faisaient agir n'étaient pas du tout une réaction de spécialistes. Ce n'était pas du tout pour revendiquer le monopole de la vérité historique. C'est pour préserver l'intégrité de l'histoire et l'accès libre à la vérité historique de tout un chacun, historien ou pas. C'est là que... Mais alors, l'initiative du Parti socialiste me paraît dans ces conditions d'autant plus surprenante et d'autant moins justifiable. Est-ce que ce désir de reconnaissance, de mémoire finalement de certaines communautés, de certaines minorités qui s'illustrent avec ces différentes lois, est-ce que ça ne risque pas d'aboutir à un certain moment à dresser finalement ces communautés les unes contre les autres? On le voit avec l'affaire Dieudonné par exemple, qui demande aussi une reconnaissance des crimes qu'ils ont subis en les opposant aux Juifs. Est-ce que vous ne craignez pas cette opposition justement entre les communautés? Oui, c'est compréhensible. Que chaque... J'hésitais à dire communauté parce que le mot est ambivalent actuellement. Que chaque élément d'une société souhaite affirmer son identité particulière, sa mémoire. Je crois que c'est naturel. Ce qui est regrettable, c'est qu'au fond, cette mémoire, pour l'instant, ne se saisit que de ce qu'il y a de négatif et de ce qu'elle a à reprocher aux autres. C'est uniquement des griefs. Les Antillais ne retiennent que la traite et l'esclavage. C'est vrai que ça fait partie du passé, mais il y a aussi l'abolition, et puis il y a tout de même l'intégration. Le solde n'est pas uniquement négatif. Alors qu'en fait, c'est évidemment l'effet d'entraînement de la Shoah, parce qu'on n'y trouvera rien de positif là. Mais les autres faits ne sont pas à ce point homogènes au regard. Et alors, on souhaiterait que l'attention et la mémoire ne se portent pas uniquement sur les raisons qu'ils ont d'en vouloir. Et c'est ça qui est préoccupant, parce que ça contribue à détruire une société. Et que c'est à mon avis, un mauvais fonctionnement, un mauvais usage de la mémoire. Et qui risque de multiplier les mémoires particulières. Ouais. On le voit bien, il y a presque une escalade, il y a la jalousie. Il y a de la jalousie entre les victimes. Certains reprochent à d'autres qu'on ait reconnu leur situation et qu'on la répare. Il ne faut pas exclure que dans les revendications de certains groupes, il y a aussi le désir d'obtenir des compensations, y compris matérielles et financières. Et que les descendants lointains des esclaves, que certains espèrent obtenir d'une reconnaissance du crime, qu'il y ait des dédommagements. Donc mieux vaut une mémoire nationale qu'une addition de plusieurs mémoires, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Mieux vaut une seule mémoire que plusieurs mémoires. Oui, et puis ces mémoires sont respectables, il est normal de les entretenir, mais elles ne sont pas l'histoire. Elles restent tout de même, elles sont biaisées, elles sont partielles, elles sont émouvantes, elles traduisent les blessures de sensibilité, les meurtrissures. Mais on ne peut pas construire à la fois une présentation objective de l'histoire, ni une volonté de vivre ensemble uniquement sur des réactions qui touchent plus l'affectivité ou la sensibilité. C'est un devoir, il y a un devoir d'intelligence. Il faut que la raison intervienne et exerce son arbitrage, et qu'on ne soit pas uniquement à l'affrontement de mémoires endolories. Alors, on va parler aussi du rôle de l'État avant de parler du travail de l'historien. À quel rôle, selon vous, à quel rôle l'État devrait-il se limiter, selon vous, en ce qui concerne l'histoire? Vous avez dit qu'il est nécessaire qu'elle s'y intéresse, qu'elle en discute, mais aujourd'hui, jusqu'où doit-elle aller? Où peut-elle aller? Je crois que les politiques sont des citoyens comme les autres, ont par conséquent le droit de s'y intéresser, d'avoir une opinion, de le dire, de l'exprimer. Ouais. Que nous leur contestions le droit de faire une loi, il faut qu'ils trouvent d'autres modes d'expression. Après tout, il peut y avoir... Je sais bien qu'actuellement, les règlements des assemblées parlementaires qui ont été établis au début de la Ve République par réaction contre la tendance des parlementaires à intervenir sur tout, les a privés d'un certain nombre de moyens d'expression, les résolutions ou les motions. Et ça peut être été... Il y a en quelque sorte une cure d'amaigrissement, si on peut dire, du Parlement.
Et c'est vrai que pour l'instant, il faut qu'ils trouvent d'autres modes. Les programmes scolaires, ça peut être un... Il peut y avoir, je ne sais pas, d'exprimer, et qu'après tout, que le Parlement, dans certains cas, dise sa solidarité ou sa réprobation. Oui, ils ont le droit de le faire, mais qu'ils n'en fassent pas une loi à usage interne qui comporte pour leurs ressortissants des conséquences qui sont très contraignantes. Alors l'État, ils ont le droit même de... Quand Jacques Chirac, en 1995, reconnaît la responsabilité de l'État français dans la Shoah, il est dans le rôle de l'État. Dans certains cas, l'État, oui, peut engager sa responsabilité. Donc, il peut participer à... ce qu'il y a, c'est que ces déclarations ne comportent pas de conséquences judiciaires. Mais est-ce qu'elle n'a pas plus de retentissement? Est-ce qu'elle n'est pas plus importante encore? Est-ce que c'est pas... La meilleure façon de servir le passé, c'est pas forcément d'adopter une loi qui permette de poursuivre devant les tribunaux quelques historiens qui ont eu trop de liberté de penser. Alors là, c'est le problème de la place. Alors, c'est le problème de l'éducation du citoyen, de la place que la connaissance du passé, de l'histoire, doit tenir dans la formation du citoyen. Là, sûrement, je crois que c'est un élément... C'est à la fois... Ça a deux fins. C'est d'une part pour être... l'appartenance à une communauté nationale, mais en même temps, c'est une leçon de choses de la pratique de la démocratie. Alors, il ne s'agit pas d'instrumentaliser l'histoire, il s'agit d'en retenir la signification. Est-ce que vous avez entendu, j'imagine que oui, lorsque vous avez lancé cette pétition, vous avez entendu la réaction qui était de dire les historiens ont une réaction corporatiste et disent encore l'histoire elle est pour nous, personne d'autre ne doit s'exprimer sur ce sujet. Oui, ça peut être une réaction d'incompréhension dans un premier temps. Qu'est-ce que vous répondez à cela, vous? Mais il y a eu c'est aussi commode de disqualifier un peu un texte en disant après tout ils défendent leur chasse gardée. Ouais. C'est vrai. Je crois que ça n'était la préoccupation d'aucun d'entre nous, sûrement pas de moi, parce que je considère, là ça vous donne l'occasion, je pense que l'historien, c'est pas une profession libérale. Il a une responsabilité sociale. C'est pas pour son plaisir et son contentement seulement. Il acquiert, grâce à la société, il acquiert une compétence. Et il doit la mettre aussi. Par conséquent, il est d'une certaine façon son savoir. Il doit le mettre au service de la société. Non pas pour se prêter à une utilisation politique, mais pour combattre l'ignorance. Un exemple un peu différent. La question s'est posée il y a quelques années à plusieurs d'entre nous, dont moi, à l'occasion des trois grands procès sur la collaboration, le procès Barbie, le procès Touvier et le procès Papon. Et que plusieurs d'entre eux ont été cités, tantôt par la défense, tantôt par l'accusation. Et que la question s'est posée de savoir si c'était notre rôle d'intervenir dans le processus judiciaire. La vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité historique. Il ne faut pas confondre. Alors, quelques-uns de mes collègues ont estimé qu'il ne le fallait point. Et par conséquent, ont décliné cette invitation. Moi, ça ne m'a pas posé de question parce que je pense que nous avons le devoir de mettre au service de la collectivité ce que nous avons appris. Alors, il n'est pas question de se substituer aux magistrats et aux juristes. Ce n'est pas à nous de dire si le présumé, l'inculpé est coupable ou n'est pas coupable. Ce n'est pas notre affaire. C'était pour resituer Mais dans le nous contexte. pouvons aider à le situer. Et j'ai déposé donc, et dans le procès Touvier et dans le procès Papon, et j'ai répondu, alors, dans l'un et l'autre cas, contribuer à évoquer pratiquement aucun des jurés n'avait connu la période. Il la connaissait que par tradition orale. Et par exemple, c'est peut-être, je ne sais plus lequel est le procès, j'ai été amené à évoquer le rôle de la milice et dire que l'accaparement, sur la fin du régime de Vichy, en 1944, l'accaparement du pouvoir par la milice était un phénomène tout à fait comparable à ce qui s'était passé avec la prise en main dans le Troisième Reich par la SS du pouvoir. Et une des questions qui m'ont été posées, qu'est-ce que c'était que la SS? L'historien est dans son rôle quand il essaye d'expliquer ou de comprendre. De même que j'ai rappelé ce qu'était la situation de la France occupée
Et que le fait d'être secrétaire général de la préfecture à Bordeaux, c'était pas du tout comme de l'être à Privas ou à Draguignan, car c'était en zone d'occupation, dans le cas d'un armistice dont une clause prévoyait que l'administration devait collaborer avec les autorités d'occupation, sans porter aucun jugement sur les intentions de Maurice Papon ou sur son comportement, mais ce sont des éléments qui contribuent à la compréhension d'une situation et qui peut par conséquent orienter l'issue du procès en cour d'assises vers une solution équitable. Et là, je crois que moi, ça ne va pas poser de question. Ce que notre savoir est à la disposition de la communauté. Vous dites dans votre livre, chacun, dès lors qu'il applique les règles du métier et se soumet à ses exigences, est historien. Quelles sont ces règles et ces exigences de votre métier ? Les exigences, c'est une probité intellectuelle, une honnêteté. D'abord, une exigence de travail, de s'informer, de se faire une opinion. C'est pas si simple. Les spécialistes, beaucoup de choses nous échappent encore. À plus forte raison quand il s'agit des intentions. Les faits, on les connaît dans l'ensemble. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Que savaient-ils à ce moment-là? Autant de choses qui restent souvent, qui nous échappent. Parce que quand ça impose un professionnalisme du travail, l'honnêteté, qu'on confronte, qu'on exerce une critique, la confrontation des textes, des documents, des témoignages, et qu'on arrive à se faire une opinion motivée qui emporte l'intime conviction. Vous citez l'exemple de la persécution des Juifs dans la France de Vichy dans votre livre pour expliquer justement le travail de l'historien sur les intentions. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous analysez justement cette période-là? Vous dites, mais on ne connaissait pas les intentions à l'époque. C'est notamment sur les enfants, c'est ça? Vous expliquez le cas des enfants. Oui, j'hésite à... C'est un sujet un peu scabreux, comme vous dites. C'est un cas limite et qui souvent n'est pas toujours bien compris. Oui, c'était un des épisodes les plus douloureux de cette tragique histoire, lorsque dans l'été 1942, au lendemain de la Grande Rafle, il faut bien voir que 1942 est la période la plus noire, et en particulier pour ce qui est de la collaboration de l'État français au plan allemand. Voilà. En 1943, moins, parce que le gouvernement retraite... C'est en 1942 que le secrétaire général à la police, René Bousquet, accepte d'apporter le concours de l'administration et de la police à l'exécution du plan. La Grande Rafle, le résultat de la Grande Rafle ayant été relativement décevant, puisqu'on reste très en deçà du chiffre que les autorités allemandes s'étaient fixé, se retourne vers le gouvernement français et lui demande de faire la pointe, en quelque sorte, le complément. Et que le gouvernement français le gouvernement de Vichy prend dans les camps à la fois de réfugiés et d'internement en zone sud, en zone libre, donc où l'Allemagne n'est pas, prend des juifs étrangers et les livre à l'Allemagne pour faire le complément. Et que la question se pose à l'époque de savoir si on ne livre que les adultes, qu'est-ce qu'on fait des enfants? On hésite à en parler parce que c'est abominable, si vous voulez. Et que Pierre Laval, qui est président du gouvernement, dit « les enfants aussi ». Et que cette phrase, évidemment, est retenue contre lui. Et par conséquent, non seulement il est à ce point dépourvu d'humanité, que non seulement il livre les adultes, mais les enfants aussi. Cela dit, je ne cherche pas du tout à disculper. Que signifie cette phrase? Que sait-il du destin des Juifs qui viennent d'être livrés? Que sait-on à l'époque? Très peu de choses encore. Personne ne connaît ni s'imagine la solution finale. Il faut bien voir que le discours allemand est très codé à l'époque. Nous savons ce que c'est la solution finale aujourd'hui. À l'époque, on ne le sait pas. Toutes les expressions sont... Par conséquent, nous n'avons pas la certitude. C'est là que l'historien est retenu, dans certains cas, par l'impossibilité de conclure de façon à avoir une certitude absolue. Il peut avoir une conviction morale. Je ne suis pas certain que Pierre Laval se représente exactement ce que cela signifiait. On voit bien quelques-unes des considérations, pas avoir sur les bras la charge des enfants, orphelins, qui sait même si dans certains cas, ça ne paraît pas un peu moins inhumain de les laisser ensemble que de les séparer définitivement. Je pose la question.
cette question reste ouverte. Ce n'est pas aux parlementaires de la trancher. Qu'est-ce que je veux dire? Ils ne sont pas plus. Et imaginons qu'après tout, il y ait une décision législative et qu'il soit entendu désormais que c'est comme ça qu'il faudra comprendre la phrase. Là, il y a en fait confusion des gens et confusion des rôles. Et que dans certains cas, l'historien suspend son jugement. Oui, justement, vous dites, oui, il y a les deux temps principaux de la démarche historienne, vous les avez rappelés, ce sont donc l'établissement des faits, le discernement des intentions. Porter un jugement moral, ça peut être un troisième temps, mais qui n'est pas systématique. Moi, je crois, tous les historiens n'auraient pas été, toutes les générations d'historiens n'auraient pas été d'accord, mais moi, je crois que, parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir de divorce, si vous voulez, entre l'activité de l'intelligence et la participation à la vie de la société, à la construction d'une société humaine. Et je pense que l'histoire, c'est pas seulement pour le plaisir de raconter des histoires ou autres. Elle a valeur formatrice. Elle permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Elle nous rend contemporains de notre temps. Et qu'une éducation complète, la formation de l'adulte, implique qu'on lui apprenne aussi l'éducation de la conscience morale et le discernement, ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et par conséquent, je pense que l'historien qui s'abstiendrait de qualifier certains faits et de dire qu'ils sont contraires aux droits de l'homme, au respect de la personne, à mon avis, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur devoir et que dans certains cas, il y a lieu. Je cite peut-être cet exemple-là, quand j'évoque la convention d'armistice de juin 40. On peut être pour, on peut être contre, c'est une question si complexe. Il faut essayer de comprendre les intentions des uns et des autres. Mais il y a des données objectives. Un article de cette convention prévoit que le gouvernement s'engage à livrer aux autorités allemandes les réfugiés allemands qui ont fait confiance à la France. Et en fait, un certain nombre d'hommes politiques, de parlementaires allemands qui s'étaient réfugiés en France, pensant que leur sécurité était assurée, ont été livrés par le gouvernement Vichy et exécutés, assassinés par les Allemands. Je dis que cet article-là est déshonorant. Par conséquent, je porte un jugement moral que le reste de l'armistice, on peut comprendre, mais qu'un gouvernement qui signe une convention où il accepte de livrer ceux qui lui ont fait confiance manque gravement à l'honneur. C'est un jugement moral, là. Et je pense que si je n'allais pas jusqu'à le dire, je ne serais pas complètement historien. Mais là, on ne s'approche que par approximation de la vérité dans ces cas-là. Oui, toujours. Oui, je crois que là... Vous citez Bachelard, d'ailleurs, qui disait que la physique comme l'histoire, ce sont des connaissances approchées, c'est ça? Oui, parce que, si nous le savons bien, c'est la complexité. À la fois la complexité des motivations personnelles, qui sont rarement uniques, et qu'il y en a toujours plusieurs, dans des rapports hiérarchiques qui évoluent et qui varient. Et par ailleurs, c'est ce qui fait ce qui rend la prévision impossible, la multiplicité des séries causales qui fait que toute situation comporte une pluralité de processus et de scénarios. Vous connaissez et c'est ça que l'histoire peut aider à comprendre et à accepter et à apprendre. Et que c'est dans cette situation complexe que nous avons à faire notre travail de citoyen. Que répondez-vous à ceux qui disent communément que l'historien du temps présent n'est pas forcément le plus à même de juger la période qui lui est contemporaine? Il porte un jugement provisoire. Il ne faut pas qu'il ait une trop grande ambition. Il dit les choses telles qu'elles apparaissent à ce moment-là. Et puis, chaque génération reprendra et en fera... À la fois, il y aura peut-être des découvertes, des faits qui avaient échappé. On refera une autre lecture. Je crois qu'on a... Mais cette première lecture, elle est indispensable, par ailleurs. Parce qu'elle a l'avantage de conserver et de fixer des choses qui autrement disparaîtront. En un sens, l'historien qui travaille sur le temps présent joue un rôle il préserve. Et il est un peu comme l'archéologue qui fait des fouilles provisoires lorsqu'on découvre dans un chantier de construction. Il faut préserver. C'est un peu ça qu'il fait, parce qu'autrement, ça va être recouvert. Et puis à d'autres ensuite de reprendre le travail qu'il a fait, de le valider, ou au contraire de l'enrichir et de le dépasser. J'aime bien dans votre livre, vous parlez du sixième sens de l'historien. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou qu'on acquiert au fur et à mesure des études et à partir de quand?
Ben, je pense il est plus ou moins inégalement distribué. Ouais, on l'a tous en fait. Après, on le développe plus ou moins. Mais il faut l'entretenir et on peut l'acquérir. Là, je pense qu'il y a. Mais c'est vrai que quand on a affaire à un public d'étudiants, quelques-uns, quand on dit d'entrée de jeu, leur sensibilité, il y a une justesse dans l'appréciation. Puis il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal à corriger des lectures un peu simplistes, réductrices, un peu systématiques. Ça n'exclut pas qu'il n'y ait pas une volonté d'explication, d'intelligibilité, mais elle doit prendre en compte, je crois qu'il y a une large part d'intuition, de sensibilité qui viennent compléter ce que l'exercice de la raison raisonnante peut apporter. Avant de donner la parole à la salle qui a sans doute des questions pour vous, est-ce que vous vous souvenez d'où vous est venu ce goût pour l'histoire? Il vous est arrivé très jeune, votre goût pour l'histoire? Oui, moi ça m'a toujours intéressé. Je n'étais pas décidé forcément à en faire ma spécialité ou mon métier. Non, j'ai même longtemps balancé parce que je suis assez pluridisciplinaire par goût, par formation, et que je n'ai jamais songé à être philosophe parce que je ne pensais pas avoir suffisante capacité pour raisonner, mais littéraire, oui, autant que... Et c'était un peu un déchirement de choisir l'histoire contre les lettres. L'inverse aurait été aussi vrai. Je ne le regrette pas aujourd'hui parce qu'on peut très bien, dans le cadre de l'histoire, réintroduire beaucoup de choses. Là. Et la lecture, la connaissance, l'interprétation des textes, il tient une place importante. On se dit qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, vous êtes quasiment incollable sur l'histoire de notre pays, l'histoire mondiale. Il y a des périodes que vous jugez connaître un peu moins bien que les autres, peut-être? Oui, d'autant plus que la connaissance historique fait de très grands progrès. Entre le moment où j'ai fait mes études et aujourd'hui, l'histoire de l'Antiquité a profondément changé. On a découvert des écritures, le linéaire B, on ne connaissait pas de mon temps, des langues, des civilisations disparues qu'on retrouve. J'ai jamais entendu parler des peuples de la mer quand je faisais des études d'histoire ancienne. Nous avons du Proche-Orient une connaissance infiniment plus riche ou plus diversifiée. Par conséquent, l'histoire s'enrichit par les deux bouts, actuellement. Alors, une connaissance, je crois qu'il est important. Il est important d'avoir une vision d'ensemble, d'être un généraliste. Alors, si vous voulez, dans le prolongement de ce que je disais, la sensibilité historique, ça implique qu'on ne s'enferme pas dans une seule période. Ça, je crois qu'il est indispensable d'étudier. On est obligé d'acquérir une spécialisation, mais de s'intéresser, et le métier d'enseignant vous en donne l'occasion. Quand j'ai présidé le jury de l'agrégation, j'ai réappris beaucoup de choses que j'avais oubliées ou que je ne savais point. Alors, je me garderai de m'avancer sur des périodes éloignées. Je crois connaître relativement bien à partir des temps modernes. Là, oui, au moins avoir à défaut pas d'érudition, mais avoir des vues assez justes ou des intuitions sur le sens de l'histoire à ce moment-là. Mais je crois que c'est important. Ouais. Je m'inquiète un peu d'ailleurs de voir le fractionnement dans l'enseignement supérieur, avec la multiplication des postes, la spécialisation croissante. Très bien. Moi, j'ai débuté comme jeune assistant d'histoire moderne et contemporaine, sans aucune spécialisation, aussi bien l'histoire économique que des institutions, l'histoire religieuse et l'histoire de l'art, sur 4 siècles. Bon. Or maintenant, souvent, on va désigner un chargé de cours pour l'histoire économique du 19e siècle. C'est-à-dire que ça interdit les comparaisons. Or, la comparaison, c'est un élément essentiel de la compréhension. Il n'y a pas de connaissance scientifique sans la comparaison, car autrement on est enfermé dans la contemplation d'un cas unique. Et la comparaison, c'est pas seulement les ressemblances, mais les différences. Et je crois que ça c'est très très important, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc il faut avoir des lueurs, des vues sur d'autres histoires que la sienne, et avoir des aperçus sur d'autres périodes que celles dont on devient spécialiste. Est-ce que vous considérez que le peuple français est finalement assez cultivé du point de vue de l'histoire, de sa propre histoire déjà? Il s'y intéresse beaucoup. Il y a un intérêt, on le voit bien, à la radio jadis, à la télévision aujourd'hui, dans les médias, le succès des revues historiques. C'est vrai que le public français est assez grand consommateur d'histoire.
avec évidemment des polarités. L'intérêt se porte en priorité sur l'histoire la plus proche ou l'histoire la plus lointaine, à vrai dire. Les civilisations disparues, l'archéologie, d'une part, ou alors la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y a, alors, avec et puis de grandes absences et de grandes lacunes. C'est à peu près inévitable. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt pour l'histoire. L'histoire a toujours été une discipline obligatoire et pas une matière option, comme dans certains systèmes éducatifs, parce qu'on a toujours pensé qu'elle contribuait, au fond, à la formation du jugement, à la connaissance de la société à laquelle on appartient et à l'éducation du citoyen. Donc, je crois qu'effectivement, elle fait partie, pour reprendre le vocabulaire actuel, du socle fondamental. Merci. Des questions pour René Raymond? Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Y a-t-il des questions? Oui, madame, on va vous apporter le micro. Allez-y, ça doit marcher. Attendez, on ne vous entend pas très bien, le micro. On va essayer de monter le micro. Allez-y, allez-y. Ah non, on ne vous entend pas du tout, le micro ne doit pas être branché. Non, on ne va pas vous entendre d'ici. Quelle est la limite entre l'histoire et l'actualité? Quelle est la limite entre l'histoire et l'actualité, c'est ça? Il n'y a pas de différence de nature. L'actualité est l'histoire de demain, en quelque sorte. C'est une banalité. Alors, il y a une différence dans la relation entre l'historien ou l'esprit qui s'y intéresse et l'objet. L'histoire, elle est déjà partiellement établie. L'actualité, il reste, et c'est vrai qu'elle est profuse, elle est confuse, l'histoire, l'actualité. Par conséquent, il faut introduire... C'est une vraie question, là. Si je peux citer un exemple personnel, elle s'est posée à moi avec acuité il y a quelques années quand j'étais sollicité à la fin du siècle, donc à la fin de 2000, d'écrire un petit livre pour dégager la signification du XXe siècle, qui s'appelle « Regard sur le siècle ». Donc une vue cavalière, qu'est-ce que ce siècle? Je l'ai écrit en partie par réaction contre l'idée qui à l'époque triomphait, selon laquelle ce siècle était un siècle de fer, de barbarie, où l'homme n'avait commis que des atrocités. Parce que c'était aussi toutes autres choses qui étaient positives. Et j'ai donc été amené à prendre acte de ce que je trouvais de positif sur la fin du siècle pour corriger la vision générale. Je m'inscrivais tout à fait à l'encontre de l'historien britannique Hobsbawm, qui dit que ce siècle a bien commencé dans son esprit, c'est parce qu'il y a la révolution bolchevique, et qu'elle a mal fini, parce que c'est la chute du mur de Berlin et l'effondrement du système communiste. Moi, je trouve qu'au contraire, ce siècle qui a mal commencé, il a plutôt bien fini. C'est un exemple entre autres. C'est-à-dire que j'étais amené donc à juger en grande partie ce siècle en fonction de l'actualité la plus récente. Là. Bon. 5 ou 6 années, et j'avais entre autres arguments, celui que vous avez évoqué tout à l'heure, qui était l'instauration d'une juridiction, la naissance d'une conscience mondiale. Le rôle du Conseil de sécurité, le fait de la distinction entre les guerres légitimes, celles pour lesquelles il y a un mandat de la communauté internationale et celles qui n'en ont pas, le devoir d'ingérence, enfin, toutes sortes de choses qui montrent un changement profond du système des relations internationales. Alors, on me demande d'actualiser, ce livre est épuisé, de l'actualiser et donc de prendre en compte l'actualité la plus récente, les 5 ou 6 dernières années. Est-ce qu'elle ne périme pas l'analyse? Est-ce que je n'ai pas pris de grands risques en inversant le sens, en disant que la tendance était plutôt positive, alors que depuis, en fait, la politique américaine, le retour à l'unilatéralisme, les tentatives d'entrave à tout ce qui est de communauté mondiale, on évoquait tout à l'heure l'obstruction pour la Cour pénale de justice internationale, le terrorisme, la violence. Est-ce que
Par conséquent, on est amené à anticiper un peu sur la suite. C'est vrai que, cela dit, tout compte fait, ce que je veux dire, je ne pense pas que ça amène à nuancer, à apporter des nuances, probablement à modifier l'échelonnement dans le temps. Mais je ne pense pas que ça infirme totalement mon analyse. Mais c'est vrai qu'on se trouve confronté à des problèmes très différents parce que pour les périodes anciennes, ça s'est déjà décanté, en quelque sorte. Tandis que là, dans la profusion de faits qui surgissent chaque jour, quels sont ceux qui sont significatifs? Quels sont ceux qui sont porteurs d'avenir? Quels sont ceux qu'on aura oubliés 6 mois après? Et là, l'historien prend des risques. Mais après tout, autrefois, les historiens écrivaient presque à chaud l'histoire au XIXe siècle. Il est vrai que ce n'était pas encore érigé en une science positiviste. Mais je crois que nous retrouvons actuellement une tradition où l'historien contribue à clarifier, à aider ses contemporains, à démêler. Mais c'est un métier qui n'est pas très différent de celui de l'éditorialiste et du journaliste. Et d'ailleurs, l'historien est souvent sollicité précisément pour dire ce qu'il en pense. De ce point de vue-là, la frontière entre l'histoire et l'actualité est transgressée, et la séparation entre les historiens professionnels et ceux qui commentent, cette distinction, elle est périmée aujourd'hui. Elle n'a plus de... Le fait que, si vous voulez, que les grands médias est associé à ce qu'il y avait de plus circonstanciel, l'analyse des comportements électoraux des historiens prouve bien que quand on nous demandait d'analyser, ou le soir même, ce qui s'était passé le jour, ça c'est l'actualité la plus chaude et la plus brûlante. Et qu'après tout, on se rend compte que de connaître l'histoire un peu antérieure, ça n'est pas inutile. Ça aide en fait à percevoir, à discerner ce qui, dans le circonstanciel, est probablement porteur d'avenir. Est-ce que vous pensez justement que sur le référendum sur la Constitution européenne, on aurait pu effectivement obtenir un oui si on avait peut-être fait un rappel historique un peu plus poussé de ce qu'avait été cette construction européenne, de son histoire? Oui, parce qu'on peut après, a posteriori, on peut expliquer le résultat, et qu'il y avait au fond des signes annonciateurs, qu'on avait probablement mal, et que par ailleurs, probablement, on n'a pas suffisamment expliqué ce qu'était l'histoire de cette construction européenne. Et des progrès qui ont été suivis. Cette espèce de dynamique qui, en fait, à partir d'une intuition initiale, avait développé toutes sortes de conséquences et que jusque-là avait surmonté toutes les épreuves. Et que, en se prononçant compte, on interrompait. Et ça prouve aussi que l'histoire n'est pas linéaire et qu'au fond, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais définitif et tout peut être remis en cause. Il est parfaitement possible au peuple de défaire ce qu'ils ont fait. C'est ça. L'important, c'est que ça prouve que l'histoire n'est pas écrite, qu'il n'y a pas de fatalité. L'histoire, elle est ce que les hommes la font. Ou la défont. Pas d'autres questions? Ah si, monsieur, on va vous apporter un micro. Et puis madame, ensuite au fond de la salle. Monsieur d'abord, si vous me permettez, madame, puisque il a d'abord le micro. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Allez-y. Oui. Une question, je voudrais redescendre, et l'histoire et les jeunes enfants. Lorsque nous étions à l'école, nous d'un certain âge, nous avons eu un enseignement historique qui avait peut-être un côté image d'Épinal, irréaliste, mais au moins qui nous a laissé quelque chose, ne serait-ce que beaucoup de souvenirs. Faut-il enseigner l'histoire aux enfants, disons à partir de 8 et 9 ans, et sous quelle forme? Merci. Oui, en disant que dans votre jeune âge, l'histoire est une image d'Épinal, vous vieillissez, monsieur. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'était plus aux images d'Épinal. C'était le petit Lévis, ça. C'est trop bien plus qu'il y avait déjà une... C'est vrai que c'est pas facile et qu'il faut tenir compte de l'âge des enfants. Il faut les intéresser à l'histoire. Et par conséquent, il faut s'adresser à leur sensibilité autant qu'à leur intelligence. Et que les travaux dirigés sur les châteaux forts, par exemple, c'est une façon comme une autre. En fait, beaucoup dans le passé sont éveillés à l'histoire. C'est la découverte de l'Égypte qui en fait, brusquement, leur donnait le goût de l'histoire. Je crois que à ce stade relativement élémentaire, c'est une discipline d'éveil à ce moment-là. Si on peut
Et par conséquent, il ne s'agit pas seulement de leur entonner des notions et des connaissances, il faut les éveiller à la dimension historique, c'est-à-dire à la durée, au temps, à la différence des temps. C'est ça qui est important. Quelle est la spécificité de la connaissance historique? C'est de raisonner dans la durée. Et la durée, c'est à la fois la continuité et le changement. C'est les deux à la fois. Alors c'est ça qu'il faut. Puis après, viendront d'autres enseignements, d'autres qui sédimenteront, qui après les mettront en possession d'une certaine culture. C'est vrai qu'il faut réfléchir. Mais si je peux compter une anecdote, je me rappelle, c'était déjà assez loin. Dans les années 70, le ministre de l'Éducation nationale, il y avait une réforme des programmes, avait réuni une vingtaine de spécialistes de la discipline. Il y avait à la fois Chaunu, Paul Venn, Leroy-Ladurie, et il nous a présenté les programmes et était ravi parce que c'était le dernier mot de la connaissance historique. Il était très surpris de voir que nous nous sommes récriés, mais il ne faut pas donner aux enfants le dernier résultat de la connaissance historique et de l'érudition. Il faut leur apprendre ce qui est élémentaire dans l'histoire, à chaque âge qu'on vient de ces connaissances. Et je crois qu'effectivement, dans l'enseignement, il faut tenir compte de la capacité de compréhension et qu'il faut éveiller, intéresser, séduire. Mais là, beaucoup de choses se font, à la fois les visites, les musées, on dispose avec l'audiovisuel d'une masse de choses. Là aussi, l'enseignant est confronté à la surabondance. Hein. Il faut à lui faire des choix judicieux. Madame, je vous en prie. Oui, Monsieur Raymond, je vous admire beaucoup. Je vous ai vu notamment à la télévision chez Monsieur Calvi sur la 5. Je vous admire beaucoup. En général, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais la chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur le sort des enfants juifs qui n'étaient pas connus. C'est faux. Des gens comme Laval savaient parfaitement. Ils étaient tout à fait complices, ils étaient absolument antisémites. Ils voulaient massacrer les enfants, ils le savaient parfaitement. Et d'ailleurs, parmi les gens qui étaient embarqués, pire que du bétail, n'est-ce pas, il y en a eu qui ont eu le courage et la chance de pouvoir s'évader. Et ils ont raconté. Et les autorités juives ont envoyé des rapports, même aux États-Unis, en Angleterre, à Churchill, etc. Et tout le monde savait. Mais il y a eu une grande complicité, ça arrangeait tout le monde. Et notamment des gens comme Laval, comme Pétain, étaient parfaitement complices et savaient. Absolument. Je suis au regret de ne pas partager votre certitude. Je porte le même jugement sur les faits que vous, je les condamne absolument. Je ne suis pas certain, et je suis même certain du contraire, je suis certain qu'en 1942, personne ou presque ne savait la réalité. Bien. À commencer par les Juifs, dont aucun ne s'imaginait ce qui les attendait à ce moment-là. Il y a une autre question. Les chambres à gaz, et je ne le crois pas. Allez-y, je vous en prie. J'admets qu'on puisse différer, mais enfin... Je peux ajouter quelque chose dans ce sens. Est-ce que vous pouvez vous lever? Excusez-moi, oui, pardon. qu'on puisse vous voir. Je peux ajouter quelque chose dans ce sens, parce que nous avions une amie qui a été condamnée pour résistance. Et elle a été condamnée à mort d'abord, puis ça a été transformé en déportation. Toute la famille a sauté de joie. Ce qui voulait dire qu'ils n'y connaissaient pas du tout ce qui se passait dans les camps de concentration. D'autres interventions ou questions? Je savais que cette intervention... On avait dit tout à l'heure que c'était un sujet sensible. Hein. D'autres questions ou remarques? Non? Si, je vois une main qui se lève. Et puis ce sera la dernière question. Je vous en prie. Merci. Je voulais seulement... Pouvez-vous vous lever, madame? Excusez-moi, je ne vois pas. Allez-y. Je voulais simplement dire que moi, dans ma scolarité, j'ai eu 3 lectures de la Révolution à travers les manuels scolaires. J'ai commencé en primaire dans une école religieuse où on m'a appris que ce bon roi Louis XVI aurait certainement voulu faire des réformes et que la Révolution, c'était surtout les massacres de septembre. Après, je suis allée au lycée et là, j'ai appris que la Révolution, c'était la liberté, l'égalité et la fraternité. Ça avait été quelque chose de tout à fait positif. Et bon, il y avait bien eu des massacres un peu, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux.
Et ensuite, quand je suis allée à l'université, j'ai eu le Soboul, et là, j'ai eu une lecture de la révolution marxiste, la lutte des classes. Voilà, je voulais simplement... ça forme l'esprit critique, quelque part aussi. Hein. C'est une très bonne leçon d'histoire. Voilà. Parce que la révolution, c'est tout cela à la fois. Et au fond, ce qu'on vous a proposé, ce sont des mémoires partielles de la révolution. Et l'histoire, elle les englobe. La première version, c'est typiquement la mémoire. Voilà. Les massacres de septembre, la déportation des prêtres, on voit bien, c'est la mémoire d'une fraction de la France. La révolution était une fracture de la conscience nationale, et c'est la mémoire de l'une de ces fractions. Voilà. La seconde mémoire, c'est l'autre France. Aujourd'hui, Dieu merci, je crois qu'avec le temps, on arrive à une connaissance, et Soboul représente un âge intermédiaire, qui est très lié, très marqué par, en fait, la révolution bolchevique. Il refait une lecture de la Révolution française, qui sera suivie d'ailleurs d'une autre lecture, également de la Révolution française, et qui verra au contraire dans la Révolution française la matrice du totalitarisme. Mais je crois que maintenant, il y a une espèce de convergence. C'est qu'elle a été tout cela à la fois des espoirs, des promesses, des déceptions, une tragédie, assurément, des choix. Mais là encore, ça rejoint très bien. C'est exactement cette partition entre plusieurs mémoires. C'est appliqué à la Révolution française, c'est exactement ce qu'on constatait avec les deux lois concernant la colonisation, qui isolent, séparent, dissocient, opposent des aspects qui en fait, dans la réalité, étaient contradictoires, mais ils étaient simultanés, et qui exerçaient d'ailleurs des effets d'interaction et d'interférence sur eux, je crois. Et c'est ça que le législateur doit demander aux historiens, c'est de faire leur métier, c'est d'enseigner que l'histoire elle est complexe, parce que les hommes aussi le sont d'ailleurs, et que les situations ne le sont pas moins. Monsieur l'académicien, on va vous remercier d'être venu ce soir ici à la Ville de Pau. Merci beaucoup.